Mardi a commencé comme tous les autres. Réveil à 5h45, j'ai trébuché dans les couloirs sombres jusqu'à la cuisine, allumant les lumières une à une jusqu'à ce que la pièce s'éclaircisse suffisamment pour que je puisse voir mon reflet dans la porte en inox du réfrigérateur. J'ai versé du café noir comme du cuivre dans ma tasse de voyage préférée, celle que j'avais achetée en solde la première année où j'avais décidé de vivre comme une adulte avec un budget serré. De la vapeur s'échappait du bord tandis que je tapais un message rapide à mon patron. 5 minutes de retard. Urgence enfant. J'ai haussé les épaules en entendant mes propres mots. J'étais en retard tous les mardis. C'est ainsi que le chaos du week-end s'est répandu dans la semaine de travail. Tenue de foot, récital de violon, désastre de colle à l'expo-science. Mon téléphone a lâché. Delila. Son message est arrivé avec 5 espaces vides devant, comme si elle avait tapé sur l'écran avec agacement, puis s'était souvenue de parler. N'oublie pas, ne fais pas de projet pour la semaine prochaine. Je me suis arrêté au milieu d'une gorgée, la bouche pleine d'amertume. Je nous imaginais, valise à la porte, passeport à la main, trinquant avec les halls d'hôtel et les cocktails. Chérie, on va quelque part? Ai-je écrit, les doigts flottants. Elle a répondu un instant plus tard. Trop long pour une réponse désinvolte. C'est juste un voyage entre filles. Moi, Talia et maman. On l'emmène à Saphir Valley pour ses 60 ans. J'ai cligné des yeux. Des vacances commençaient sans moi, et je n'étais même pas l'accompagnatrice familiale ni le chauffeur désigné. J'attendais la chute. Le rire qui me dirait que c'était une blague, qu'elle avait testé ma jalousie, qu'elle serait morte de rire dans 30 secondes. Au lieu de ça, on s'est dit que tu pourrais garder les enfants pendant notre absence. 5 enfants, âgés de 18 mois à 11 ans, avec leurs horaires de repas, leur routine du coucher, leurs disputes pour les comprimés et les tâches ménagères. J'ai tapé sur sa réponse, alors, je suis nounou maintenant? Tu m'as réservé pour 5 jours de garde d'enfants? Sa réponse fut rapide et saccadée, comme l'été dernier. L'écran s'éteignit et je fixai le rectangle noir, sentant le poids de mains invisibles me clouer les épaules au sol. Je me rendis au travail comme d'habitude, du lundi au vendredi, téléphonant à mes clients pour les audits trimestriels et les prévisions budgétaires, mais les chiffres habituels me troublèrent l'esprit. Le curseur clignotant de ma feuille de calcul se brouillait pour laisser place à leur visage souriant. Le sourire fier de Delila quand je lui avais fait la surprise de lui offrir des places de concert au premier rang. Le rire de Talia aux blagues de mon père. L'étreinte larmoyante de ma mère quand j'avais fait 3 heures de route pour lui apporter un ragoût après son opération de la hanche. Maintenant, j'étais invisible. Je n'existais que pour combler les vides, pour maintenir la maison à flot. Le vendredi soir, je me sentais vidé. Je me rendis chez Marian, ma belle-mère, où devait se tenir la réunion familiale. Le salon sentait les sachets de lavande et l'antiseptique. Marian se tenait près d'un chevalet exposant des papiers plastifiés. L'une indiquait la liste des allergies des enfants, une autre les contacts d'urgence et une troisième approuvait les options de collation. Delila et Talia la suivaient, les yeux brillants d'une excitation partagée. Marian me tendit un emploi du temps type. Réveil à 7h, petit déjeuner à 7h30, aire de jeu à 10h, déjeuner à midi, sieste selon la météo. Piscine à 15h, dîner à 18h, histoire du soir à 20h, ce ne sera que pour quelques jours, dit-elle avec une pression maternelle. Et ils adorent tous oncle Jared. Je n'étais qu'à un moment de la journée. J'essayais de leur proposer une bouée de sauvetage. Et si on embauchait une babysitter à temps partiel ou des journées fractionnées pour que je puisse travailler mardi après-midi, suggérai-je d'une voix douce et pleine d'espoir. Delila se couvrit le front en plein vol. Les lèvres de Talia se courbèrent d'amusement. « Pourquoi es-tu si difficile ?» demanda Delila en plissant les yeux. Marian intervint avec un petit rire. « Tu n'as pas d'enfant. C'est une rare occasion de créer des liens. » Talia renifla. « Allez, Jared. Tu détesterais Saphir Valley. Trop de sentiers naturels. Ils ont qualifié mon hésitation de résistance. Ils ont transformé mon inquiétude en pétulance. Je suis resté assise là, la fourchette intacte, les laissant transformer mes mots en preuve de mon propre égoïsme. De retour à la maison ce soir-là, j'ai scruté le plafond jusqu'à pouvoir esquisser chaque fissure dans le plâtre. J'ai senti la pression des souvenirs. Comment j'avais financé la boutique de Delila avec des prêts personnels. Comment j'avais contraint Marie à des rendez-vous de chimiothérapie à cause des dettes de l'hiver. Comment j'avais dégagé des week-ends pour entraîner l'équipe de foot de ma fille.
Chaque sacrifice avait été fait volontairement, nourri par l'amour et la loyauté. Mais jamais je n'aurais imaginé une récompense d'exclusion. Jamais je n'aurais imaginé que je gagnerais un sursis simplement en étant perpétuellement utile. Dans le silence qui précédait l'aube du samedi, j'ai sorti mon ordinateur portable, le cœur battant la chamade en cherchant des vols. 12 heures plus tard, avec de l'adrénaline et une pointe d'appréhension, j'ai réservé une semaine dans un bungalow en bord de mer à Bise, petit déjeuner livré au bord de la mer, rhum dans une noix de coco. J'ai saisi des surclassements en première classe, des transferts privés et des heures d'enregistrement de pointe conçues pour me rappeler ce que signifiait être un voyageur plutôt qu'un gardien. À minuit, j'ai cliqué sur confirmer, j'ai fait mes bagages en cachette et j'ai mis mon téléphone en mode avion. Le matin, ils se sont réveillés pour trouver des notes collées sur la porte d'entrée. Les urgences du vendredi ont appelé à Aaron. La maison était silencieuse, glaciale. Les sacs à langer et les sacs à dos abandonnés sur le porche en disaient long. Mon téléphone était en veille. Aucune alarme ne s'est déclenchée. Aucune demande n'a été émise. J'ai regardé à 30 000 pieds d'altitude leurs appels s'envoler dans le vide. À Bise, l'aube s'est levée sur un horizon bleu corail. J'ai marché dans les vagues, laissant les vagues me lécher les chevilles et les rotules, tirant le rythme des berceuses de l'océan. Pas de SMS, pas d'agenda paniqué, juste l'air marin et la promesse du fils. J'ai laissé le téléphone dissiper ma tension. Chaque pas vers le sud marquait ma distance par rapport à mes obligations. Pour la première fois, je n'étais plus l'oncle Jared. Le plan de secours. J'étais simplement Jared, l'homme qui réservait son propre vol, s'appropriait son temps. Définissait sa propre valeur. Quand j'ai enfin réactivé mon téléphone dans le salon de l'aéroport, l'écran a tremblé sous le poids des appels et des messages manqués. Mais il n'avait plus le pouvoir de me retenir. J'ai respiré, m'abandonnant pleinement au frémissement de soulagement qui m'a parcouru. Ce n'était pas de l'abandon. C'était un réveil. Et tandis que je m'avançais dans le ciel du soir, embarquant dans l'avion pour rentrer chez moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La curiosité pour mon propre avenir, mon propre rythme cardiaque, ma propre vie au-delà des limites qui m'étaient assignées. Je suis arrivé chez Marian avant que le soleil ne cède complètement au matin. Je me suis garé sur l'allée de gravier, à côté de ces immaculés, et j'ai marché jusqu'à une porte encadrée de rosiers grimpants. Mes paumes étaient moites contre le volant tandis que je cherchais mes clés. À l'intérieur, l'air sentait le pain frais et une odeur florale. Des sachets de lavande, supposais-je, pour masquer l'antiseptique des visites médicales que Marian insistait pour aérer. Le salon, d'ordinaire un sanctuaire de pastels discrets et de photos de famille, s'était transformé en centre de commandement. Une longue table pliante trônait au centre, couverte de feuilles imprimées à code couleur, de postes ATS et de tableaux soigneusement rangés dans des classeurs. Je reconnus le visage crispé sur l'emploi du temps, celui de Delilah, et la clarté des puces trahissait plus la planification que l'affection. Delilah se leva pour m'accueillir, tasse de café à la main, son sourire mesuré et poli, celui qu'elle réservait aux réunions de famille, destinées à convaincre les étrangers que tout était parfaitement orchestré sous la surface. Talia planait à côté d'elle, parcourant les pages de son téléphone comme si elle préférait être n'importe où ailleurs. Marie et Brighton m'ont vu et m'ont tendu un épais classeur intitulé « Protocole de soins familiaux », avec des onglets pour les restrictions alimentaires, les notes comportementales et les options de divertissement. Je l'ai ouvert et j'ai découvert des photos de boîtes à lunch avec des compartiments étiquetés, les numéros de pharmacie d'urgence pour chaque allergie et, plus effrayant encore, une liste de sanctions pour les dépassements de temps d'écran. J'ai refermé le classeur avec précaution et l'ai posé sur la table basse comme une horloge qui tourne. Jared, a dit Marian en me tapotant le bras, sa voix si douce qu'elle m'a fait culpabiliser. Merci d'avoir fait ça. On n'aurait vraiment pas pu partir sans toi. Ses yeux brillaient d'une fierté injustifiée, comme si j'avais planifié tout ce voyage juste pour lui donner un peu de répit. Je me suis éclairci la gorge. Bien sûr, j'ai jeté un coup d'œil à l'horloge sur la cheminée. 558, le briefing était prévu pour 18 heures. La ponctualité était essentielle. J'avais appris depuis longtemps. Si je montrais un peu de retard, on me traiterait de personne peu fiable, peu engagée, difficile. Mieux vaut être ponctuel et insensible qu'interrogé et plein de ressentiment. Ils se lancèrent dans les instructions. Préparer 2 maillots de bain pour chaque enfant, un pour la piscine du country club, un pour la pataugeoire de la place. Veillez à ce que chacun boive 240 ml d'eau toutes les heures et notez ce chiffre sur le tableau d'hydratation.
Aucun produit à base d'arachide, sous aucun prétexte. Même le pesto était interdit. Les histoires du soir seraient dictées par des feuilles d'inscription tournantes. Tout le monde avait besoin d'une sieste à 14 heures pour éviter les crises de fatigue. Leurs voix se fondirent en un bourdonnement monotone tandis que je griffonnais des notes, hochant la tête à des intervalles trop rares pour traduire une réelle compréhension. Je clignais des yeux pour retenir la chaleur qui me brûlait les yeux. Ce n'était pas une conversation de dîner. C'était une audition pour un rôle que je n'avais jamais demandé à jouer. Ils me conduisirent dans la cuisine où une pile de menus à emporter était disposée par cuisine, pizzas italiennes, mexicaines, thaïlandaises. Quelqu'un avait déjà entouré les options pour chaque plat, avec le nombre de calories et le niveau d'épices annoté d'une écriture soignée. On ne peut pas manger les restes des enfants, me rappela Delilah en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Il faut surveiller le rapport calorique pour respecter le plan du médecin. J'ai dégluti, repensant au toast au beurre de cacahuète que j'avais mangé au petit déjeuner un quart d'heure plus tôt. Compris. Ma voix semblait faible dans cette pièce spacieuse. Au bout d'un quart d'heure, ils s'essuyèrent les paumes sur des serviettes, parcoururent une dernière fois le dossier et se préparèrent à partir. Delilah glissa un talkie-walkie préchargé dans ma poche. En cas d'urgence, dit-elle. Talia me présenta une liste de contacts d'urgence et un film plastique imperméable. Marian embrassa chaque enfant à la porte, lui murmurant des secrets et des caresses qui appartenaient à un monde privé auquel je n'étais pas invité. Les enfants me tapotaient les épaules comme si j'étais leur monitrice de colonie de vacances. Je pétillais d'excitation pour les jours à venir. Tout cela n'était qu'une mise en scène, mon rôle écrit à l'encre invisible, mon texte répété dans leur tête. J'ai regardé le SUV démarrer, les feux arrière dansant entre les haies, et j'ai refermé la porte derrière eux avec un clic audible. La maison s'est tue, me laissant seul avec les classeurs, le talkie-walkie et un foyer qui me semblait étranger. Le premier appel est arrivé à 9h07. Oncle Jared, a dit ma fille aînée dans le combiné, la voix enjouée. J'ai faim. Mon estomac s'est retourné. Je suis resté au comptoir à contempler les choix de menus plastifiés. Quesadilla au fromage, bâtonnet de carottes, tranches de pommes, ai-je proposé. Oui, s'il vous plaît, mais seulement la moitié des bâtonnets de carottes, a-t-elle répondu. Je n'aime pas la nourriture orange. J'ai serré les mâchoires. Les carottes étaient oranges. Tout était orange. J'ai noté sa préférence précise, notant de ne couper que 6 bâtonnets et de les laisser sans assaisonnement. À 11h30, j'avais donné à 2 bambins des demi-portions de macaroni au fromage, la version avec des petits pois à l'intérieur, car le tableau indiquait « Ajouter des légumes », tout en arbitrant une dispute pour savoir qui avait quel autocollant sur leur tableau des corvées. La maison bourdonnait d'appels intermittents d'amis de mes enfants demandant des rendez-vous de jeu sur FaceTime. Chacun d'eux déclenchait une nouvelle entrée dans le journal des interactions sociales. Je sentais mon sang-froid s'effilocher tandis que je triais le linge coloré, suivant le schéma de Marian, une paire de chaussettes blanches et rouges. Aucune exception. Mon téléphone sonnait, une alerte de calendrier retentissait. 14h, sieste. Début de la routine du lave-vaisselle. J'écoutais à moitié un podcast sur les astuces de productivité, essayant de me concentrer sur les paroles de l'oratrice tandis que le babyphone grésillait et que le lave-vaisselle bipait 5 fois de suite. À 14h03, l'aînée refusait de s'allonger. Je ne suis pas fatiguée, déclara-t-elle en se laissant tomber sur le canapé. J'ai hésité. Le classeur disait, respecte le planning. La réalité m'a dit de calmer la crise avant qu'elle ne dégénère. J'ai fermé les yeux, inspiré profondément et improvisé. Bon, et si on lisait 2 nouvelles, et après tu jouerais tranquillement dans ta chambre? Elle m'a regardé comme si j'avais fait un miracle, s'est levée d'un bond avec un sourire et a couru vers sa bibliothèque. J'ai expiré, mes épaules relâchant un nœud que je n'avais pas réalisé avoir. À 20h, l'heure du coucher est arrivée, j'ai enfilé les pyjamas aux enfants, je les ai bordés sous les couvertures et je suis resté sur le seuil de la porte jusqu'à ce que la dernière paire de paupières se ferme. J'avais mal aux jambes à force de m'accroupir pour cacher des veilleuses de combat de monstres sous les matelas, et j'avais la gorge irritée à force de lire « Bonne nuit, Lune » 17 fois dans 3 chambres différentes. L'horloge indiquait 20h27. D'après le plan de Marian, j'avais exactement 33 minutes pour faire la vaisselle et préparer le petit déjeuner avant l'extinction des feux dans la chambre du personnel, c'est-à-dire sur le canapé du bureau. Je me suis affalé sur le canapé avec une simple feuille de papier sulfurisé, une liste de collations universellement acceptées pour le coucher, et j'ai fait chauffer au micro-ondes un reste de barre de céréales.
Je sirotais du lait tiède dans une tasse étiquetée « chocolat d'urgence seulement » et j'essayais de me rappeler ce que ça faisait de faire des projets. Je parcourais les textos de mes amis. Tiens, on joue au foot ce week-end, et je fixais le contour de mon propre nom en bleu. Une douleur sourde me pulsait dans la poitrine en réalisant que j'avais annulé mes propres plans du mardi, du samedi, toute la semaine suivante. Tout ça, pour prouver que je pouvais être fiable, pour leur montrer que je tenais à eux. Et pourtant, j'étais toujours anonyme dans leur itinéraire, toujours l'échafaudage invisible qui maintenait leur structure debout. Alors que la maison s'installait dans le silence, ponctué seulement par le bourdonnement lointain du réfrigérateur, je fermais les yeux et murmurais dans l'obscurité quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à penser. Ce n'est pas de l'amour. C'est un scénario écrit pour moi par des gens qui ne m'ont jamais demandé si je voulais être acteur. Et demain, peut-être que je tournerai la page et commencerai à écrire mon propre texte. Ce vendredi soir-là, je me retrouvais à la table de Marian, comme attiré par la gravité dans leur orbite d'affection programmée. Les assiettes en porcelaine étaient disposées avec une symétrie parfaite. Chaque serviette était pliée pour épouser le motif complexe de la nappe. Le lustre au-dessus projetait une lueur chaleureuse, presque conspiratrice, comme un public penché pour assister à une représentation. Delila, Talia et Marion s'installèrent à leur place avec l'aisance d'hôtesses expérimentées. Tandis que je m'installais à la tête de la salle, le seul espace qui semblait à la fois central et étrangement détaché, je pressais mes paumes sur mes genoux, ressentant l'humidité de l'anticipation. J'avais répété ma phrase une douzaine de fois pendant le trajet, prétendant que ça sonnerait décontracté et collaboratif. Et si on engageait une babysitter pour une partie du voyage? Ou peut-être qu'on diviserait la semaine pour que je puisse travailler certains jours et passer du temps avec toi le reste du temps. Le regard de Marian se posa sur le mien avec la douceur d'une négociatrice d'otages promettant la clémence. « Mais chérie, dit-elle d'une voix juste assez aiguë pour paraître cajoleuse. On a déjà tout arrangé. On ne voudrait pas te déranger. » Elle passa du doigt le bord de son verre de vin. Dans son monde, mon désagrément était négligeable, une ondulation inévitable dans le doux étang de la solidarité familiale. Talia renifla, sans chercher à cacher son amusement. « Allez, Jared. Tu vois à peine les enfants la plupart du temps en semaine. Tu ne mérites pas une pause, toi aussi ?» Son rire était bas et dédaigneux, résonnant dans la pièce comme si on avait allumé un projecteur violent. Je sentis mes joues s'empourprer, une lente brûlure irradiant de ma poitrine à mon visage. Je clignai des yeux une fois, puis deux, en assimilant leur réponse. Delila posa sa fourchette avec un tintement. « Pourquoi es-tu si difficile ?» Ces mots restèrent suspendus, dégoulinant d'incrédulité. J'ouvris la bouche pour répondre, expliquer mon agenda, mes échéances, mes propres projets, mais les phrases restèrent emmêlées dans ma gorge. Au lieu de cela, je me penchai en avant et parlai lentement, posément. Je veux aider, bien sûr, mais je demande aussi à me sentir incluse et respectée. Si cela implique d'engager une babysitter ou de réorganiser mon travail pour pouvoir continuer, pourquoi est-ce déraisonnable? La question me parut juste et fit appel à la décence que je n'avais jamais osé exprimer auparavant. Le silence s'étendit autour de nous, percé seulement par le cliquetis discret des couverts posés sur le côté et le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Marion pencha légèrement la tête, trahissant la première lueur d'agacement que je lui ai jamais vue. « Jared, » commença-t-elle d'un ton doux mais ferme. « Tu n'as pas d'enfant. C'est l'occasion pour toi d'apprendre comment fonctionne le lien. Tu pourrais même y prendre plaisir. » Ces mots me firent l'effet d'un défi lancé à mes pieds, comme si mon absence de parenté biologique me disqualifiait de toute autonomie ou de tout respect. Talia se renversa en arrière, croisant les bras sur sa poitrine. « Exactement. » Elle acquiesça. « Tu n'es pas vraiment le roi de la fête. Tu t'ennuierais. » Elle eut un sourire narquois, comme si me qualifier de paresseuse et d'ennuyeuse était un service public. Un nœud se serra dans mon estomac, enroulant mon estime de moi comme un câble d'acier. Toute ma vie, j'avais navigué entre les attentes, les soirées de travail, les normes sociales, les obligations familiales avec une volonté de plaire et de m'adapter. Mais à cet instant, je compris leur manœuvre pour ce qu'elle était, une tentative de présenter ma demande de considération comme de l'égoïsme. J'ai avalé ma salive et respiré l'odeur de romarin du centre de table, me laissant m'ancrer. « J'apprécie ta confiance », ai-je dit d'une voix calme, même si mon cœur battait la chamade. Mais accepter une responsabilité ne m'oblige pas à sacrifier entièrement ma vie. Je demande un partenariat, pas une aumône. Les lèvres de Delila se sont pincées tandis qu'elle jetait un coup d'œil à Talia,
puis à moi, hésitant entre changer de cap ou insister. Finalement, elle a pris une longue inspiration et s'est penchée, les doigts tapotant la surface de son assiette. « Tu fais vraiment tout ça pour toi ?» a-t-elle dit doucement. « On essaie de faire quelque chose de spécial pour maman et au lieu de nous soutenir, tu te plains. » L'accusation pesait lourd dans l'air. À cet instant, j'ai senti le poids de leurs attentes et la fragilité de ma place dans leur récit intime. J'ai ouvert la bouche pour défendre ma position lorsque la voix de Talia m'a de nouveau interrompu. « Tu sais, oncle Jared, il faut que tu te détendes. Le plan B est tout aussi amusant que le plan initial. Tu verras. » J'ai regardé leur visage autour de la table. L'inquiétude polie de Marian. L'impatience blessée de Delilah. Le sourire moqueur de Talia et j'ai réalisé avec quelle précision ils avaient répété cette scène. J'aurais dû m'effondrer pour accepter le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai croisé le regard de Delilah. « Je suis désolé que tu le vois comme ça », ai-je dit, chaque mot mesuré et clair, car je vois ça comme le contraire d'un soutien. Je vois ça comme de l'exclusion, et je préférerais ne pas participer à une célébration où je ne suis nécessaire qu'en renfort. Leur expression a changé. La sympathie de Marian a cédé la place à la surprise. L'irritation de Delilah s'estompe en confusion. Le mépris de Talia a cédé la place à une sorte de gêne. « On n'a jamais voulu ça », a commencé Marion. Mais j'ai levé la main. « Je comprends que tu aies planifié ça avec amour », ai-je dit doucement. Mais aimer, ce n'est pas mettre quelqu'un au pied du mur. C'est écouter quand il demande un moment de respect en retour. J'expirais, ressentant une libération, comme si j'avais défait un nœud en moi. La fourchette de Delilah flottait au-dessus de son assiette, abandonnée. « Et alors ? Tu es juste dehors ?» demanda-t-elle doucement. Son ton n'était plus colérique, mais méfiant. Le sourire narquois de Talia s'effaça, une lueur d'incertitude se lisant dans ses yeux. Le silence qui suivit portait le poids d'excuses tacites et d'attentes recalibrées. Je tendis la main par-dessus la table, non pas pour la sienne, mais pour décaler légèrement ma chaise, laissant place à mes propres limites pour la première fois. « Je suis là, » dis-je, mais sur un pied d'égalité. Si c'est trop, alors je planifierai ma semaine. À cet instant, j'ai vu les trois visages se transformer. Le scénario parfait qu'ils avaient écrit s'effondrait sur une seule ligne de vérité. Et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose d'inconnu et d'exaltant. La possibilité que ma propre voix puisse peser dans cette histoire familiale. Je me suis assis, laissant la tension retomber en attendant leur réponse, sachant que quoi qu'il advienne, je ne serais pas l'encre invisible qui freinerait leur plan. J'étais enfin dans le casting, et je refusais de jouer les doublures dans ma propre vie. Cette nuit-là, le sommeil m'a échappé dès que j'ai éteint la lampe du salon. La douce lueur de mon ordinateur portable persistait sur le parquet devant le canapé où j'étais allongé, calé sur des oreillers que j'avais transformés en nid de fortune. Mes doigts planaient sur la télécommande, refusant de changer le son des informations de fin de soirée qui continuaient de scintiller sur la télévision au-dessus. Les images de l'actualité mondiale défilaient en boucle. Les pompiers traversaient péniblement. Cendres. Des diplomates se serrant la main. Des athlètes penchés sous les projecteurs. Pourtant, rien de tout cela ne perçait le brouillard de mes pensées. Au lieu de cela, je me sentais suspendu dans ma propre vie, comme si j'observais sous une vitre, observant les décisions des autres et me demandant quand j'avais cessé de suivre ma propre voie. Dans le silence entre les publicités, j'ai pris mon téléphone et ouvert la galerie. Photo après photo me regardaient fixement, le sourire radieux de Delilah le jour de notre mariage. Talia tenant notre plus jeune fille dans ses bras à l'hôpital quelques heures après sa naissance. Le visage de maman s'illuminant lorsque je lui ai offert un bouquet de tournesol pour son premier anniversaire après la chimio. Chaque image me semblait comme un lien ancré aux besoins de quelqu'un d'autre, à son histoire. Je faisais défiler des photos spontanées de fêtes d'anniversaire que j'avais organisées. Mon propre visage à moitié caché derrière des assiettes de gâteaux et des chapeaux de fête. Je me suis attardé sur une photo de Marion en blouse d'hôpital, serrant les mains si fort que je pouvais presque sentir la tondeuse dans ses os. À chaque instant que j'avais choisi de donner, j'ai effacé une partie de moi-même. Mon pouce a effleuré furieusement, comme si effacer le passé allait dissoudre la douleur dans ma poitrine. Les victoires des enfants au volley-ball, le récital de l'école où j'ai applaudi si fort que ma voix s'est brisée. L'après-midi passé à déboguer le code de la start-up de ma sœur. Tout s'est fondu dans un montage écrasant. J'ai réalisé combien je prenais rarement le temps d'immortaliser mes propres triomphes.
Une promotion obtenue grâce à des nuits blanches au bureau. Un marathon de cross-country terminé malgré les cris de protestation de ma nièce. Un gala de charité présidé au nom du centre de jeunesse où j'étais bénévole. Ces photos étaient profondément enfouies, comme un trésor enfoui sous les sédiments des obligations familiales. J'ai fermé la galerie, le cœur battant, et me suis redressé. Mes paumes ont appuyé sur le cuir frais des coussins du canapé. Et si je m'accordais un moment pour moi? Un moment qui ne répondait à aucun autre emploi du temps que le mien. Je me suis dégagé des oreillers et j'ai posé mon ordinateur portable sur la table basse, l'écran toujours ouvert sur un tableur. J'avais abandonné depuis des heures. J'ai minimisé la fenêtre et navigué vers un onglet de navigateur que j'avais ouvert plus tôt, mais j'ai ignoré les vols pour bise. J'y ai pensé comme à un fantasme passager, un espoir murmuré au fond de moi de pouvoir m'évader vers des eaux turquoises et un sable bordé de palmiers. Jusqu'à ce soir, ce n'était que ça, un rêve trop osé pour être décrit. Mon curseur a survolé la barre de recherche, départ mardi, quand Delila et les filles seraient parties, retour le lundi suivant, ce qui m'offrait une semaine entière de solitude. J'ai consulté les horaires de départ, les vols du matin, les escales de midi, les options de vol de nuit et comparé les prix. Puis j'ai choisi la première classe, me disant que si je voulais me réserver ce temps, je méritais le confort et l'espace pour réfléchir sans me bousculer. J'ai choisi un bungalow en bord de mer avec terrasse privée, petit déjeuner inclus, et des crédits spa que je pourrais dilapider en massage profond jusqu'à ce que mon dos cesse de souffrir après des mois de posture voûtée, entre jouets, ordinateur portable et planning de corvée. Tandis que le total clignotait à l'écran, j'éprouvais un mélange d'euphorie et de culpabilité. Mon doigt planait sur le bouton de confirmation de réservation. J'imaginais la réaction de Delila lorsqu'elle réalisait que j'avais décliné son invitation en disparaissant. J'ai vu le regard incrédule de Talia lorsqu'elle a découvert que j'avais eu l'audace de concevoir mon propre emploi du temps. J'ai visualisé le front furieux de Marian tandis qu'elle traçait l'itinéraire pour la garde d'enfants d'urgence, pour finalement découvrir que son aide bénévole s'était éclipsée. Et pourtant, sous toute cette culpabilité, quelque chose de féroce s'est allumé en moi, une flamme protectrice qui m'a protégé du chagrin d'être exclu des aventures de ma propre famille. J'ai hésité un instant, retenant une boule dans la gorge. Puis j'ai cliqué. L'écran s'est transformé en une cascade de codes de confirmation et de détails de réservation. Mon nom brillait à côté des numéros de siège et des codes de référence. J'ai imprimé l'itinéraire, pliant soigneusement chaque page avant de glisser le tout dans une enveloppe. J'ai écrit « Semaine de liberté » en lettres grasses à l'extérieur et j'ai glissé l'enveloppe dans ma serviette, où elle s'est blottie. Des propositions de contrat et des fiches de paie, une déclaration d'intention, m'incitaient à me remémorer ce moment chaque fois que mes obligations familiales refassent surface. L'horloge de mon ordinateur portable indiquait minuit 17. Une sonnerie de mon téléphone m'a signalé une batterie faible, mais je l'ai ignorée, laissant la lueur de l'écran me réchauffer le visage tandis que j'ouvrais un nouveau document que j'intitulais simplement « Ma semaine ». En dessous, je tapais des puces. Regarder le lever du soleil sur la plage. Lire sans interruption. Plonger dans le récif. Tenir un journal à volonté. Dîner sans réchauffer les restes. Dormir sans interruption. Je marquais une pause après chaque ligne, savourant le sentiment d'autonomie qui palpitait au bout de mes doigts. Pas de date limite, pas de carnet d'allergie, pas d'exercice du soir, juste un menu de plaisir soigneusement sélectionné, conçu exclusivement pour moi. Mon esprit dérivait vers les eaux céruléennes de Blaise. Le doux clapotis des vagues sur le rivage. La chaleur du soleil traçant des motifs sur ma peau. J'imaginais le parfum de l'huile de coco se mêlant aux embruns. L'espace lointain de des oiseaux marins, le doux bourdonnement d'un reggae provenant d'une cabane de plage voisine. Chaque vision était comme un coup de pinceau peignant sur la palette de gris de mon quotidien. J'ai fermé les yeux, inspirant comme si je pouvais respirer la promesse d'un nouveau départ. Mon rythme cardiaque était synchronisé avec celui de mes aspirations, régulier, confiant, inébranlable. J'ai sauvegardé le document, puis j'ai éteint mon ordinateur portable et l'ai glissé dans mon sac à dos. J'ai rassemblé mon passeport, mon portefeuille et des vêtements de rechange, rangeant chaque article dans la valise que j'avais préparée des semaines auparavant en prévision de vacances en famille dont je ne serais jamais membre. J'ai déposé le sac près de la porte d'entrée, à côté d'une pancarte que j'avais griffonnée plus tôt, Urgence bébé d'Arène 555 0192. Puis j'ai mis mon téléphone en mode « Ne pas déranger », sélectionnant le réglage qui coupait tous les appels sauf les contacts prioritaires. Aucun appel ne passerait, sauf s'il menaçait la vie ou un membre. Tout le reste attendrait.
Je suis resté seul dans l'embrasure de la porte, les mains enfoncées dans les poches de mon jean, à écouter le bourdonnement de la nuit. Au-delà des fenêtres, le monde semblait vaste et accueillant, libéré des exigences ou des obligations personnelles. Dans le silence, je réalisais que j'avais franchi un seuil invisible, passant de soignant à individu, de l'arrière-plan au premier plan. J'inspirais de nouveau, sentant l'air s'installer dans mes poumons comme une bénédiction. Pour la première fois depuis des années, j'avais agi uniquement pour moi-même, définissant ma propre valeur hors des limites étroites du devoir familial. En éteignant la lumière du couloir et en me retirant au lit, je sentis le matelas céder sous mon poids comme jamais auparavant. Je fermai les yeux, ma poitrine se soulevant et s'abaissant avec une sérénité que je n'avais jamais soupçonnée. Demain apporterait son lot de questions, probablement de colère, peut-être même de larmes. Mais pour l'instant, tandis que je sombrais dans le sommeil, j'embrassais la vérité que j'avais redécouverte. Que la liberté exige une intention, que l'estime de soi ne s'emprunte pas, et que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour soi et pour les autres est de faire un plan qui ne porte qu'un seul nom. Le mien. La lumière du matin filtrait à travers les stores tandis que j'ouvrais la porte. La porte se refermait derrière moi, déjà à mi-chemin de l'allée, mes bagages chargés dans le coffre. Mon téléphone était en mode silencieux sur la console, et une légère brise apportait l'odeur salée de bise, même dans l'air humide du Nigeria. J'avais réussi à dormir 4 heures d'affilée avant de prendre l'avion du matin. Et chaque cellule de mon corps palpitait d'impatience. Aujourd'hui, je serais injoignable. Aujourd'hui, je vivrais à ma guise. Pas de tableau des corvées, pas de journal d'hydratation, pas de culpabilité d'avoir manqué le dîner de quelqu'un. Mon cœur battait la chamade. Mais là-haut, le destin en avait décidé autrement. De retour à la maison, le premier coup retentit à 8h17 précise. Un coup sec et insistant, comme si quelqu'un marquait l'urgence sur le seuil. Mon voisin d'arène, chargé de me soutenir en cas d'urgence, observait par la fenêtre du salon, alarmé, 5 petits visages pressés contre la vitre derrière lui. Leurs yeux, écarquillés et incertains, oscillaient entre la porte verrouillée et son expression inquiète. « Il n'est pas là », murmura Darren en jetant un coup d'œil au groupe d'enfants perplexes. « Appelle-le. » Dans le taxi, je m'attardai une fois de plus sur l'email de confirmation, savourant le goût de la rébellion. Le chauffeur, inconscient de mon détournement vers l'autonomie, naviguait dans la circulation matinale avec un calme absolu. J'imaginais leur visage lorsqu'ils réaliseraient ma fuite, le silence stupéfait de Delilah. Le regard outré de Talia, les sourcils froncés de confusion de Marian, mais je refusais de broncher sous le poids de leurs attentes. Je me laissais aller dans le siège moelleux et expirais. À la maison, la sonnette retentit de nouveau. Cette fois, un flot de cris et de coups qui fit trembler les vitres. La voix d'oncle Jared, ma fille aînée, se brisa. D'urgence. Ouvre-toi. L'espace d'un instant, son ton était empreint d'espoir. Puis il se transforma en panique. Le bambin, serrant un lapin en peluche contre lui, jeta un regard anxieux par-dessus le seuil, et mes 2 cadets tiraient sur le pantalon de Darren, les larmes aux yeux. Personne n'avait de double des clés. Personne ne connaissait le code du système de sécurité. Le classeur d'emploi du temps était inutile à l'intérieur, et les piles du talkie-walkie étaient depuis longtemps épuisées. Dans le silence entre les coups, leur confusion se transforma en chœur. Où est-il? Maman a dit qu'il serait là. Que sommes-nous censés faire maintenant? Je me redressai tandis que le taxi s'engageait sur la voie rapide, les paumes moites. J'imaginais la maison vide de son point d'ancrage habituel, chaque pièce résonnant de « s'il vous plaît » sans réponse. Au bord du trottoir, je remarquai un café placardé de prospectus colorés annonçant des petits déjeuners matinaux et des jus de fruits frais. Un homme en uniforme impeccable déposait des casans sur le comptoir, et l'espace d'un instant, j'enviais sa routine. J'enviais tous ceux dont les obligations s'accompagnaient d'instructions claires et de plantes de secours. Ma gorge se serra. Je réalisais que je n'avais pas pris en compte leur confiance. Je n'avais pas anticipé la façon dont mon absence briserait la structure fragile qu'ils considéraient comme fiable. Ma poitrine me serra lorsque le taxi arriva aux dépose-minutes de l'aéroport. Je payai le chauffeur, récupérai mes bagages et m'arrêtai dans le terminal. Vestibule. Le rugissement des planches de départ au-dessus de moi appuyant sur moi. Bise a fait signe d'espoir turquoise, mais ma conscience a tiré sur ma manche. J'ai essayé de réprimer la culpabilité montante, le souvenir de ces petits visages pressés vers le verre, le vide que j'ai laissé derrière. Je me suis rappelé que j'avais gagné cette fois, que leur crise est née de mon propre courage pour dire non.
Pourtant, la culpabilité s'infiltre. Incessant et insistant, j'ai éteint mon téléphone hors du mode avion et préparé la tempête des messages que j'avais ignorés. L'écran s'est allumé avec des dizaines d'alertes, des appels manqués, des SMS, des messages vocaux non lus. J'ai résisté à l'envie de les vérifier maintenant. Au lieu de cela, j'ai glissé le téléphone et je suis monté à bord de l'avion, en se retirant dans le bourdonnement blanc des passagers de boucle et des reports roulants. Alors que le jet-liné grondait sur la piste, j'ai regardé par la fenêtre le tarmac ci-dessous, sentant le sol se glisser sous moi, j'ai compté mes respirations. 1, 2, 3. Je manque à nos jours. De retour dans le quartier, Darren avait convoqué des renforts. Une chaîne de voisins est arrivée. Le facteur, le jardinier, un ami de l'église, tous en essayant des clés, en regardant par les fenêtres, en appelant des contacts d'urgence. Ils ont ramassé les numéros de téléphone messager à partir de la liste des stratifiés, composés et redirigés, et ont chaque fois rencontré mon salut de messagerie vocale. À un moment donné, Marian a sprinté dans la rue, serrant son sac à main et une seringue d'épinéphrine, s'est préparée à toute réaction allergique, mais n'a trouvé que du silence. La maison tremblait de frustration alors qu'elle battait la porte, des larmes d'inquiétude se mêlant à la honte de sa propre planification. Dans l'avion, j'ai fermé les yeux alors que les moteurs rugissaient, essayant de me voler l'esprit. Je me suis rappelé que c'était le prix des limites, le coût de l'autopréservation. J'ai rejoué le dîner en famille où j'ai osé demander une considération au moment où les yeux de Marian s'écarquillèrent de mon insistance. J'ai ressenti l'écho de son tremblement, la minuscule fracture que mon refus avait créée. Et je me suis accroché à cela, la preuve que la défense de moi pourrait remodeler les attentes pourrait les forcer à affronter la fragilité de leurs hypothèses. Le panneau de la ceinture de sécurité s'est éloigné et je me suis penché en avant, j'ai tiré mon sac du bac aérien et je suis entré dans l'allée dans le territoire vierge. Au siège de la fenêtre, je me suis coulé et j'ai regardé le monde tomber. Les maisons se rétrécissant dans les points, les autoroutes se transformant en fils, ne vivent pas de la grille familière des horaires. J'ai ressenti un mélange de chagrin pour la confusion et le soulagement des enfants pour ma propre libération. Aucune des émotions n'a annulé l'autre. Ils existaient en tandem, témoignage de la complexité de l'amour et de la responsabilité. Au moment où nous nous sommes élevés sur la mer des Caraïbes, j'avais décidé de faire face aux conséquences avec la même détermination que j'avais l'habitude de faire face à mes propres désirs. Je répondrai éventuellement aux appels, mais seulement après avoir récupéré suffisamment d'espace pour se tenir sur mon propre terrain. Je proposerai des excuses pour la panique que j'avais causée, mais pas pour avoir demandé à être traité comme un égal. Et j'arriverai à la maison plus forte, plus claire, plus certain de ma valeur en tant que participant plutôt que comme un serviteur dans le récit de ma propre famille. Au-dessous de moi, l'eau scintille avec promesse. J'ai fermé les yeux alors que le soleil réchauffait le fuselage, ressentant de la gratitude pour le voyage et la détermination du retour. L'écho de la sonnette se fanerait avec le temps, et de nouvelles routines prendraient forme, celles qui incluraient le respect de mon temps aussi facilement que la leur. Et dans cette promesse, j'ai trouvé du réconfort. Une vie où j'étais plus qu'une nounou du week-end, plus qu'un arrière-plan supplémentaire, plus qu'un plan de sauvegarde. J'étais enfin l'auteur de mon propre chapitre. Je me suis réveillé avec le sissurus régulier des vagues de l'océan au lieu du gazouillis effréné de mon alarme. La lumière du matin filtrait à travers des rideaux transparents et des bandes liquides douces qui dansaient sur le sol en teck. Pour la première fois en mémoire, je n'ai pas regardé mon téléphone ni scanné une liste de tâches. Au lieu de cela, je me levai, étirant des membres qui ne se sont pas habitués à une liberté si spacieuse. L'air à l'intérieur du bungalow portait une douce salinité et la faible douceur des fleurs exotiques fleurissant à l'extérieur. Niché dans un coin du porche était un bois chaise longue surplombant la plage. Je lui ai glissé aux pieds nus, berçant une noix de coco fraîche pressée dans ma paume. Alors que je l'ai tournée vers mes lèvres, l'eau fraîche et subtilement sucrée a goûté à la libération. J'ai passé le reste de la matinée à errer le long du rivage, laissant mes empreintes de pas retrouver un chemin qui ne s'est terminé que lorsque la marée les brouillait dans le sable. Aucun enfant n'a pleuré pour des collations, aucun presse-papier ne planait sous mon coude, et aucun chien de voisin ne se gratte à la porte. Au lieu de cela, seul l'appel des oiseaux de mer lointains, et le chuchotement du surf accompagnaient mes pensées. Je me suis émerveillé de voir à quel point le monde pouvait se déplacer silencieux lorsqu'il est déchargé par l'obligation. Dans cette immobilité, je me suis permis de me rappeler des rêves négligés longs. Reconstruire la vieille moto que j'avais héritée de mon père. En prenant des cours du soir et de la photographie numérique, en conduisant cette nouvelle que j'avais esquissée sur des serviettes il y a des années.
Chaque aspiration s'était sentie frivole à côté de la gravité des tâches familiales. Ici, il scintille à nouveau comme des possibilités que j'avais presque oubliées existantes. À midi, la faim a poussé moi de retour vers la kitchenette du bungalow où j'ai trouvé des fruits frais disposés dans un panier tissé à la main. Tranches de mangue, lances de papaye et grappes collantes d'ananas sucrés. Je me suis assis à la petite table à manger, savourant chaque bouchée sans couper les portions de quelqu'un d'autre sans se soucier de savoir si le plus jeune s'étoufferait sur les graines. J'ai lu quelques pages d'un roman que j'ai apporté. Des pros irrévérencieux et insouciants qui m'ont fait rire à haute voix. Et pour une fois, le son n'était pas une répétition de ton pour les histoires au coucher. C'était simplement le rire né d'histoires destinées à un homme non faclé. Dans l'après-midi, j'ai pris l'équipement de plongée en floc fourni et j'ai glissé dans le lagon cristallin. Le monde en dessous de la surface était une cathédrale d'un autre monde du corail et du poisson, des poissons de perroquets vibrants grignotant des plans de mer en agitant, des écoles de fléchettes en argent se dispersant devant moi, et des puits de la lumière du soleil filtrant dans l'eau dans des colonnes en forme de piliers. J'ai pressé mes doigts vers une encre corrodée intégrée dans le sable, l'imaginant une fois que les vaisseaux attachés pèlerins et marchands fièdent. Ici, j'ai ressenti une profonde parenté avec les explorateurs, les hommes et les femmes qui risquaient les nouveaux cours inconnus et sont revenus avec des histoires qui élargissent l'horizon mondial. Ce soir-là, alors que le soleil tombait dans un feu d'orange et de magenta, j'ai traversé le banc de sable jusqu'à une barre de toit en chaume construite sur des échasses sur l'eau. Les habitants ont suspendu les rythmes doux sur les tambours en acier et l'odeur de poisson grillé mêlée de marinade à la noix de coco. J'ai commandé un dîner simple, un vivano fraîchement attrapé assaisonné de citron vert et d'herbes locaux, et à siroter un daiquiri de mangue tout en regardant le bord de la lagune briller comme des bijoux en fusion. À travers l'eau, les lumières bungalow ont fait un clin d'œil, offrant un rappel chaud de la solitude plutôt que de la solitude. De retour dans ma chambre, je me tenais à la porte ouverte, respirant l'air nocturne infusé d'hibiscus et de sel de mer. Des chaises vides bornaient le porche, chacun en attente d'un occupant qui n'arriverait pas. J'ai réalisé que ce silence n'était pas stérile. C'était un sol fertile pour la redécouverte. Sans horaire ou demande, j'avais récupéré un espace pour me demander ce qui comptait, ce que je voulais vraiment et ce que j'étais prêt à exiger pour mon propre bien-être. Avant de s'endormir sur un lit sans éclatement par des tétés de minuit ou des négociations sur le compte, j'ai griffonné dans un petit journal. Aujourd'hui, je me suis souvenu d'écouter mon propre rythme cardiaque, du murmure de la mer, de la cadence de mes pensées non gardées. Pour la première fois, j'ai ressenti une clarté qui avait toujours été insaisissable sous le poids des autres besoins. J'ai droit à ma propre vie, à mes propres expériences et à mes propres moments d'émerveillement non structurés. Et alors que je clôturais le journal, une paix profonde s'est installée en moi, plus profonde que l'océan que j'avais exploré. Une promesse que chaque fois que la vie tentait de revenir aux anciens modèles, je reviendrai à ce point de vue, ce silence, et renouvelle mon vœu de vivre sans vergogne de l'horloge. J'ai quitté le tarmac avec un sentiment de triomphe, le soleil regardant la passerelle polie comme un mettre en lumière ma nouvelle liberté trouvée. J'ai récupéré mon téléphone de ma poche et je l'ai retiré du mode avion, prêt à affronter le monde que j'avais laissé. L'écran a éclaté dans une cascade de nombres. 81 appels manqués, 113 messages textes, 6 messages vocaux et une vague de notifications d'applications qui se sont brouillées dans une mosaïque frénétique. Ma poitrine s'est resserrée alors que je tapais le journal d'appel, attendant à moitié une symphonie de bips et de voix plaidant à verser du haut-parleur. J'ai convoqué le courage d'écouter la première messagerie vocale, la voix de Delila, serrée d'accusations et de blessures. Jared, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Vous nous avez abandonnés. Les enfants paniquaient. Marion a presque eu une crise cardiaque. Rappelez-moi maintenant ou ne vous embêtez pas à rentrer à la maison. Ces mots crépitaient à travers le récepteur, un mélange de panique et de rage qui m'a piqué et me faisait mal. J'ai avalé fort, frottant mes doigts sur mes lèvres comme si j'essayais d'effacer l'écho de sa blessure. Vint ensuite le message de Talia, plus court mais tout aussi coupant. C'est tellement égoïste. C'est l'anniversaire de maman. Vous avez tout ruiné. Vous ne pouvez pas simplement disparaître. Son ton était glacé. Un coin conduit entre nous par mon acte de défi. J'ai pressé une pause et tracé mon doigt le long du bord du téléphone, rappelant son rire à notre table de dîner, la façon dont elle s'appuyait sur mon épaule pour des ragots familiaux. Maintenant, sa chaleur s'était durcie dans une lame. J'ai ressenti de la culpabilité de ma conscience, mais aussi un sentiment d'autre chose. Fierté de la frontière que j'avais tracée. Un par un, j'ai parcouru le barrage des messages textes. Vous êtes mesquin.
J'espère que vous êtes heureux seul. Vous souciez-vous même de ces enfants? Tu es mort avec nous. Les mots tournaient dans ma tête, un cyclone de blâme qui menaçait de me sucer dans leur orbite. Je pouvais presque voir l'ombre de leur déception s'étendant sur le sol de mon salon, effacer la promesse du soleil que j'ai poursuivi en bise. Mais sous le tourbillon de la condamnation se trouvait un courant plus silencieux. Chaque message trahissait leur hypothèse selon laquelle j'existais uniquement pour les servir, que mon identité incarne les rôles qu'ils ont attribués. Un nouveau message vocal s'est allumé. La voix tremblante de Marian. S'il vous plaît, mon cher. Je veux juste savoir que vous êtes en sécurité. Je suis désolé si nous vous blessons, mais les enfants ont besoin de vous. J'ai besoin de toi. Appelez-moi. Son plaidoyer a traversé ma colère comme un rayon de lumière à travers des nuages de tempête. J'ai fermé les yeux, imaginant ses mains douces et ses gants de chigno. L'inquiétude a gravé son visage alors qu'elle naviguait sur les couloirs de l'hôpital. Mon cœur a réussi à l'idée de sa peur de son désir de la présence régulière que j'avais toujours fournie sans aucun doute. Au café de l'aéroport, je me suis assis par une fenêtre donnant sur la piste. Le rugissement lointain des moteurs, un rappel que Flight offre à la fois une évasion et un retour. J'ai raffiné mon téléphone, faisant taire les bips et bourdonnais qui exigeaient mon attention. J'ai déplié l'itinéraire imprimé de ma poche, celle estampillée avec des confirmations et des affectations de siège, et je l'ai posé à plat sur la table. Chaque réservation semblait être un témoignage de mon choix. Une semaine de solitude achetée avec intention et respect de soi. J'ai ouvert le premier texte de Delila. Vous quittez sur nous. J'ai tapé une réponse. Je n'arrête pas. Je récupère. Mais je l'ai supprimé avant de frapper send. J'ai supprimé le suivant. Vous regretterez cela. Et celui après. Tu es un lâche. Au lieu de cela, je pose le téléphone face contre terre et inhalais profondément, laissant l'odeur d'espresso et d'huile de noix de coco se mêler dans mes poumons. Je me suis rappelé que mon silence était maintenant plus puissant que toute défense immédiate. J'avais besoin de cet espace pour traiter leurs réactions, pour élaborer une réponse qui ne s'effondrerait pas sous une pression émotionnelle. Mon regard est retourné à l'itinéraire. Arrivé à 8h par rendez-vous à 10h30. Excursion de plongée en apnée à 2000. Dîner en bord de plage au coucher du soleil. La séquence de délices a promis un sursis de la tempête des messages, une zone tampon pour reconstruire mon centre. Je sirote mon café glacé, froid contre ma gorge, et laisse la glace cliquer dans le verre. Une percussion douce qui stabilisa mon pouls. Les appels d'urgence des enfants ont reculé dans le bruit de fond, remplacés par le désabonnement méthodique des machines d'aéroport et des conversations lointaines en plusieurs langues. Au moment où je suis monté à bord de la navette pour ma station, j'avais pris une résolution provisoire. Je retournerai leurs appels, non pas avec des excuses qui ont effacé mon agence, mais avec des mots qui ont honoré leurs besoins et les miens. J'écoutais le plaidoyer de Marian avec compassion, reconnaissant le chaos que j'ai causé, mais affirmant également que mon temps était de guérir mon esprit, sans abandonner mon amour pour eux. Je dirais à Delila que j'avais autant besoin de respect que j'avais besoin d'aide. Et Natalia, j'explique que les frontières n'étaient pas des trahisons, mais des actes de soins personnels qui ont finalement modélisé un comportement sain pour les enfants. Alors que la navette glissait vers l'entrée du Palmine, j'ai envoyé un bref message. Je suis en sécurité. Je t'aime tous. J'appellerai quand je serai prêt. Ce n'était ni des excuses ni une fête de justification, juste un pont, court mais robuste, couvrant l'écart entre leurs attentes et mon autonomie. La réponse est venue quelques minutes plus tard. Fin. Ce n'était pas de la chaleur, mais ce n'était pas une porte claquée. C'était de l'espace. Lorsque les portes de la navette se sont ouvertes sur les terrains bien entretenus de la station, je suis sorti dans une poche de calme. Un vent doux bruissait les frondes au-dessus de la tête, et la promesse lointaine de vagues résonnait dans les airs. À ce moment-là, j'ai senti la tension se dérouler dans mes épaules. Les messages étaient toujours freudagés dans ma poche, mais ils ne commandaient plus chaque souffle. J'ai empoché le téléphone, carré mes épaules contre la brise et avancé dans la promesse de mon propre chapitre. Ancré non pas par la culpabilité, mais par la connaissance régulière que pour bien servir les autres, je dois d'abord rester fermement dans ma propre vérité. 2 jours plus tard, le coup est venu à ma porte de bungalow bis juste au moment où le soleil glissait sous l'horizon, peignant le ciel en violet meurtri et oranges ardents. Je m'arrêtai dans l'embrasure de la porte, les serviettes en bandoulière autour de ma taille et regardais Delila entrer à l'intérieur sans attendre une invitation. Derrière elle,
les bras de Thalia étaient croisés si étroitement qu'ils semblaient se préparer la poitrine, et Marion planait au seuil, visage aussi pâle que les murs de stucco. Mon cœur a frappé dans ma cage thoracique, un battement de tambour dentelé qui correspondait au rythme urgent des vagues qui s'écraseraient à l'extérieur. Les yeux de Delilah m'embrasaient avec un mélange de fureur et d'incrédulité. « Vous nous avez fait ressembler à des imbéciles, a-t-elle dit, voix basse mais tremblante. Nous avons dit à tout le monde que vous regardez les enfants. Nous avons dit à vos amis, nos amis, tout le monde. Et maintenant vous êtes à des milliers de kilomètres de là. » Elle a planté ses mains sur ses hanches, la silhouette de sa position coupant une ligne tranchante dans les airs. Thalia s'avança, ses joues rougissaient. « Vous avez humilié votre femme, a-t-elle ajouté, la tension aiguisant ses mots comme une accusation. Je les laisse rester là, laissant le poids de leur déception s'installer autour de nous comme des nuages de tempête. Le parfum de l'eau salée s'accrochait à ma peau et s'est mêlé au parfum des fleurs tropicales juste au-dessus qu'un sauvetage. Vous avez supposé que je dirais oui. J'ai glissé la chemise, laissant le tissu se brosser contre ma putain de peau, et j'ai rencontré le regard de Delilah. Cette hypothèse a effacé ma propre vie. Et oui, cela a perturbé vos plans. Mais vous avez pris mon temps et mon choix pour acquis. Il y avait cette confrontation à l'intérieur de sa prière. J'ai inhalé profondément, l'air humide remplissant mes poumons. Des plans qui n'ont pas tourné autour du remplacement des arrangements de quelqu'un d'autre. Prévoit d'exister en dehors des marges que vous m'avez attribuées. Je suis monté sur le porche et j'ai fait un geste vers la chaise salon en bois où j'avais d'abord goûté la liberté. La lumière décolorée a fait l'océan au-delà de l'éclat comme un champ de saphir brisé. J'avais besoin de cet espace, j'ai continué, me retournant pour les faire face. Ne pas vous punir, mais pour me rappeler qui je suis quand je n'agis pas au service de vos besoins. Delilah plissa les bras, regarda distant. Mais qu'en est-il de nous? Les enfants? Le gâteau d'anniversaire que vous avez manqué? Le voyage que nous avions prévu pour maman toute l'année? Sa voix craqua la dernière syllabe. Elle a avalé fort. Vous auriez pu aider à le rendre spécial. J'ai regardé vers la mer, sentant que son immensité reflète l'étendue où ma propre identité avait dérivé. Je sais, je l'admets, et je suis désolé pour la panique que j'ai causée, d'avoir laissé les enfants bloqués et de blesser maman. Mais je ne m'excuserai pas d'avoir pris du temps pour moi-même. Tu as perdu de vue le fait que je suis une partie de cette famille, une partie égale, pas seulement un serviteur. Marian s'avança, frottant une main contre le bras de Delilah. Il a raison, dit-elle doucement. Nous avons fait une terrible erreur. Nous le voyons maintenant. Elle se tourna vers moi, des larmes brillant dans ses yeux. Pouvez-vous nous pardonner? Sa voix était petite, mais le courage derrière était réel. Thalia hésita, puis hocha la tête, ses propres yeux trahissant le soulagement que la tempête avait brisé. Je laisse le silence s'étirer, l'équilibre du poids entre nous tous. Le rugissement de l'océan a rempli l'espace, et j'ai réalisé que j'avais envie de ce moment de calcul honnête plus que n'importe quelle semaine sans corvée. Oui, dis-je enfin. Je vous pardonne, mais nous avons besoin de nouvelles règles de base. Ma voix était calme mais ferme. À partir de maintenant, les plans majeurs, les vacances, les anniversaires, tout ce qui me détourne doit être discuté avec moi à l'avance. Je suis ton mari, ta figure paternelle, ton fils. Je veux être inclus. Delilah cligna des yeux en arrière. Accepta, chuchota-t-elle. Thalia hocha la tête et même la posture de Marian assouplie. Nous nous sommes tenus ensemble sur ce porche, une famille remodelée par les frontières et l'honnêteté. Le vent tira sur les cocotiers au-dessus, et les premières étoiles clignotaient des yeux éveillés dans le ciel indigo. Dans le silence qui a suivi, un sentiment d'équilibre s'est installé autour de nous. Nous avions résisté à la tempête à ma porte, et maintenant, pour la première fois, j'ai ressenti la promesse d'une unité plus vraie construite sur le respect plutôt que sur l'hypothèse. Je suis rentré chez moi un mardi soir humide, une valise toujours lourde de sable et de sel, en attendant une réunion tendue, mais espérant un semblant de normal. J'ai franchi la porte et dans le silence. La maison sentait des plats antiseptiques persistants et à demi-lavage, le genre d'arôme stérile qui suit le chaos plutôt que le calme. Mes yeux ont balayé le salon, les œuvres d'art des enfants collées au réfrigérateur, le talkie-walkie abandonné sur la table basse, le graphique de corvée toujours épinglé au babillard. Même les épingles gisaient à côté et utilisées. Le silence était sacré, une pause fragile après des mois de fond bruit. Je me tenais immobile, laissant le calme s'installer autour de moi comme la rosée sur l'herbe avant de monter les escaliers jusqu'à sa chambre.
Mon téléphone a bourdonné dans ma poche. Je l'ai retiré, m'attendant à des messages d'excuses ou de récrimination, mais j'ai trouvé une vague de notifications sur les réseaux sociaux. J'ai ouvert le chat du groupe familial, des dizaines de messages non lus, mais pas de nouvelles voix de ma part. Au lieu de cela, j'ai été remplacé par des débats animés, des confessions en larmes et des conférences condescendantes, toutes éplées dans des bulles de texte. Talia avait remplacé le nom de notre groupe par indisponible, une blague amère qui a piqué plus que ce à quoi je m'attendais. Delila avait publié un statut cryptique. Certaines personnes ne se soucient que d'eux. Marion, toujours diplomatique, avait partagé une citation sur le sacrifice et le devoir de la famille. En dessous, sa propre note, sa famille signifie sacrifice même lorsqu'elle est gênante. J'ai fait défiler plus loin et j'ai vu que Delila avait changé sa photo de profil en une photo de notre famille lors des retrouvailles de l'année dernière. Je me détourne visiblement, téléphone à la main. Le choix était délibéré, un effacement public de mon présence. J'ai senti une douleur creuse fleurir dans ma poitrine, puis j'ai reculé sous une couche de résolution fraîche. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et je me suis assis sur le bord du lit, en éloignant les couvertures avec des soins mesurés. L'air était épais, rempli de fantômes des repas non partagés et des responsabilités non satisfaites. Je laisse mon regard s'attarder sur les oreillers vides où mes enfants me réveillaient normalement avec des baisers collants. Aucun rire ne fait écho dans les couloirs, aucun argument sur le temps d'écran, aucun appel urgent à des collations. Pour une fois, je n'avais rien à planifier, rien à réparer, rien à gérer, juste un espace pour respirer. Cette nuit-là, j'ai dormi selon mes propres conditions. Pas de moniteur crépitant, pas de prière chuchotée pour la fièvre des bébés. Je me suis levé avant l'aube, j'ai tapoté pieds nus dans la cuisine et j'ai préparé un pot de café pour moi. J'ai mesuré chaque scoop avec une lenteur délibérée, honorant l'acte de prendre soin de soi. À la table de la cuisine, j'ai sorti mon journal, celui que j'avais commencé en bise, et j'ai écrit « Homecoming, observation, silence, solitude, retrait, émotion, soulagement, vide, curiosité. » Puis je me faisais une pause, en tenant la page et j'ai écrit « Qu'est-ce que maintenant ?» Le milieu du matin, le mot avait coulé dans le quartier que j'étais de retour. Le voisin d'Arène a fait la tête. Le même ami qui avait échappé à travers mon plan d'urgence 2 jours plus tôt. Les horaires ou les agendas ont proposé un petit sourire et des agents. Bune, les joues ont chassé de pleurer. Pour parler, dit-elle, sont-on même sans le bord d'accusations stridents. J'ai hoché la tête vers une chaise vide. J'aime ça. Elle était assise, les mains jointes sur la table, et j'ai étudié les changements dans son visage, les ombres faibles sous ses yeux, la tension desserrée dans sa mâchoire. Même pour les choses que j'ai pris en charge. Je n'ai jamais voulu causer de la blessure. Elle hocha la tête, des larmes glissant sur ses joues. Je sais. Je sais que tu avais besoin de ça. Elle fit une pause. Mais j'ai besoin de toi aussi. Marion nous rejoigne alors, apportant un pot de thé et 3 simulations. Elle a placé le mien devant moi avec un sourire tendre. J'étais égoïste, a-t-elle admis, voix douce. Je pensais que je savais ce qui était le mieux pour tout le monde. J'ai oublié de demander ce dont vous aviez besoin. Talia est également apparue dans le couloir, incertain mais déterminé. Elle glissa dans la dernière chaise, les bras se plissaient mais ses yeux honnêtes. Je te taquais de ne pas être amusant, a-t-elle dit. Mais je ne voulais pas dire que tu n'avais pas de vie en dehors de nous. Elle avala. Je suis désolé. Nous nous sommes assis là, 4 personnes à une table de cuisine, un tableau de réconciliation. La vapeur s'est élevée des tasses portant le péché de la camomille et du mythe. À ce moment-là, j'ai senti le pouvoir vertigineux d'être simplement vu. Au lendemain, les conversations se sont déroulées comme des pédales. Nous avons discuté des limites et des attentes, négociant des conditions pour les plans futurs. Nous avons convenu que tout événement familial avait besoin d'une réunion du conseil familial au moins 2 semaines à l'avance. Nous avons rédigé un horaire qui a honoré les besoins de chacun. Mes engagements de travail, les rituels de soins personnels de Delila, les routines des enfants et les rendez-vous en santé de Marian. Nous avons codé en couleur le calendrier sur le réfrigérateur, chaque nom a attribué une teinte, et avons promis de respecter les blocs que nous avons chacun réclamés. Il se sentait révolutionnaire, cette propriété conjointe du temps plutôt que de la dicter par un seul programme. Ce soir-là, nous nous sommes assis pour dîner ensemble pour la première fois depuis mon retour. La table était simple. Légumes rôtis, poulet grillé, purée de pommes de terre, nourriture réconfortante à base d'intention plutôt que de hâte.
Nous avons allumé des bougies et placé un petit bouquet de fleurs fraîches au centre. Les assiettes des enfants étaient remplies, mais aucun graphique de corvée ne pendait au-dessus de leur tête. Ils m'ont souri avec une véritable chaleur, et à leurs yeux, j'ai vu un soulagement plutôt qu'une confusion. Nous avons commencé à parler de leur semaine, de mon voyage, de la prochaine foire scientifique et des vacances que nous planifions ensemble. Le rire s'est levé autour de la table, honnête et non forcé, comme la musique redécouverte. Plus tard, alors que je nettoyais la vaisselle, j'ai remarqué que le chat de groupe brillait toujours au téléphone. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé de nouveaux messages. Un de Talia, merci d'être rentré à la maison. Un de Delila, je t'aime. Un de Marion, la famille signifie écouter. J'ai tapé, je t'aime aussi, et je suis complètement là. Ensuite, j'ai supprimé les messages en colère précédents, restaurant notre groupe dans une ardoise vierge, une invitation à commencer une nouvelle. Cette nuit-là, je me suis allongé au lit à côté de Delila, nos mains entrelacées. Dans l'obscurité, j'ai chuchoté. J'avais besoin de ce voyage pour savoir à quel point j'appartiens ici. Elle a serré ma main et j'en avais besoin pour savoir que vous n'êtes pas seulement le nôtre pour commander. Nous avons ri doucement, le son d'un écho silencieux d'une promesse tacite. Nous ne se laisserions plus jamais disparaître. Dans les jours qui ont suivi, la vie a repris ses rythmes. Des départs scolaires, des appels de travail, des matchs de football le week-end, mais maintenant avec une nouvelle harmonie. J'ai toujours entraîné l'équipe pour enfants, mais ce n'est que le samedi que nous avions convenu. J'ai toujours aidé Marion avec ses rendez-vous, mais nous les avons programmés autour de mon travail. J'ai toujours soutenu les projets de Delila, mais elle a respecté mes délais. Notre maison a bourdonné d'activités, mais en dessous, il reposait un fondement de respect mutuel. J'ai réalisé que les retombées de mon départ avaient été nécessaires, un creuset qui a purifié nos obligations. Nous avons émergé plus forts, plus honnêtes, plus connectés. Et alors que je regardais autour de cette cuisine un matin, la lumière du soleil coulant à travers les fenêtres, le rire des enfants dérivant, j'ai compris que la famille ne concernait pas le sacrifice seul. Il s'agit de faire de l'espace pour que chaque voix soit entendue, chaque vie à être honorée et à chaque personne de choisir son propre chemin sans crainte d'exclusion. Dans cette compréhension, j'ai trouvé non seulement le pardon ou la réconciliation, mais la liberté d'être pleinement moi-même dans le cercle que je chéris le plus. Cela fait 3 mois que je n'ai pas récupéré mon calendrier. Mes matins dépliés et non scénarisés qui m'appartiennent seuls. La tension résiduelle qui a autrefois resserré ma poitrine à l'idée des obligations familiales s'est dissoute en une confiance tranquille. Je me réveille avec le soleil maintenant, pas pour amadouer des enfants endormis dans le petit déjeuner, mais pour lasser mes chaussures de course et retracer de nouvelles itinéraires à travers mon quartier, ressentant le pouls de mon rythme cardiaque en tandem avec mes pas. Le frisson de la prise de décision spontanée est devenu un compagnon fiable. Plus terrifiant, mais revigorant. La maison se sent également différente. Sans le bourdonnement constant de graphiques de corvée et de rappels d'hydratation, le salon a de l'espace pour respirer. J'ai déplacé la table basse pour faire face aux fenêtres ou les déversements de lumière du matin sur les planches. Et j'ai placé un fauteuil confortable là-bas. C'est là que je suis assis avec une tasse de café, un moulu fraîchement moulu, brassé lentement, en lisant les romans qui ne présentent pas de princesse ou de drame de jeu, mais des personnages qui luttent avec leur propre destinée. Il est remarquable à quel point il est libérateur de lire une page sans calculer quand la coupée court pour les histoires au coucher. Le travail a également repris. Libéré de la culpabilité cachée d'être trop occupé pour mes propres projets, j'ai pu prendre des analyses de budget d'écriture de contrats indépendants pour un organisme sans but lucratif. L'ironie n'est pas perdue pour moi. Nombre utilisés pour le bien social plutôt que la gestion des budgets familiaux. Mes soirées ne sont plus dictées par des graphiques allergiques ou une préparation de repas. Je choisis de rester tard à mon bureau parce que je suis investi, pas par obligation. Et quand je décide de l'arrêter, je l'ai fermé. Pas de culpabilité, pas de seconde pensée. Le week-end, je suis retourné aux passions que je mets il y a longtemps. J'ai dépoussiéré la vieille moto de mon père. Son moteur a grogné après des mois de bricolage et de sentir le vent se précipiter sur les routes de campagne. Mes inquiétudes ont laissé s'accrocher au garde-corps. Je me suis inscrit à un cours de photographie de nuit au centre communautaire. Caméra à la main, apprenant à capturer le monde dans de nouveaux images. Chaque cliché m'apprend de la patience et de la perspective, me rappelant que la beauté se trouve souvent dans les moments imprévus. Un faisceau parasite de lumière à travers une fenêtre fissurée, le flou des phares sur un trottoir humide, un chat errant qui glisse dans une ruelle au crépuscule. Parfois,
Je reçois des mises à jour à la suite du voyage de Marian S. Saphir Valley. Un mot s'est propagé que l'hôtel n'a pas réussi à accueillir les restrictions alimentaires de Marian. La valise de Talia a disparu sur le vol de retour et de Lila a été brûlée par le soleil dans un endroit où ils ont négligé de stocker avec un écran solaire. Leur photo de groupe une fois publiée avec Glee est maintenant livrée avec de nouvelles excuses. Leçon apprise. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas besoin de leur rappeler qu'ils me blâment pour chaque incident. Maintenant, ils doivent compter avec leur propre surveillant. Notre chat de groupe existe toujours, mais c'est un fantôme de son ancienne frénésie. Le nom des bâtons indisponibles. Cela me fait sourire chaque fois qu'une notification apparaît. C'est devenu notre blague intérieure, un rappel que la disponibilité est un cadeau, pas une donnée. Si Delila demande à emprunter ma voiture, elle vérifie en premier. Si Marian a besoin d'un rendez-vous, elle propose 3 plages horaires et me permet de choisir. Talia met des messages pour coordonner les week-ends à l'avance, puis attend patiemment ma confirmation. Chaque demande semble respectueuse, comme une poignée de main au lieu d'une main de saisie. J'ai commencé à faire du bénévolat au Youth Center le samedi matin, encadrant un petit groupe de collégiens travaillant sur un projet de littératie financière. Je leur enseigne les feuilles de calcul et la budgétisation, mais plus important encore, je leur montre comment se tailler du temps pour leurs propres objectifs au milieu des demandes de la vie. Regarder leurs yeux s'allumer lorsqu'ils réalisent qu'ils peuvent équilibrer un mini-budget aussi facilement qu'ils défilent dans les médias sociaux me donne un profond sens de l'objectif. Je ne suis plus seulement le gars qui répare les clôtures ou fait des courses. Je suis quelqu'un qui permet aux autres de planifier leur avenir. Les amis ont également remarqué le changement. La semaine dernière, sur des bières dans notre pub préféré, un de mes copains de mon collège m'a poussé et a dit « Tu as l'air heureux, mec. Comme tu as enfin récupéré ton groove. » J'ai levé mon verre à sa santé, reconnaissante pour une vie dont j'avais presque oublié qu'elle m'appartenait. Les rires qui ont suivi n'étaient ni précipités, ni interrompus, ni teintés de tension. C'était une joie pure et sans filtre, partagée entre amis qui accordent autant d'importance au temps qu'à la compagnie. Même les réunions de famille semblent plus légères maintenant. Quand Delila et les filles m'ont invité à un barbecue le week-end dernier, j'ai confirmé une semaine à l'avance et demandé l'heure. Je suis arrivé en avance, armé de mon propre plat, et je les ai rejointes dans le jardin. Pas d'horaires épinglés sur des presse-papiers, pas de dispute pour savoir qui devait lire la prochaine histoire. Pas de stress sous-jacent à l'idée de disparaître à tout moment. Nous avons discuté, mangé, ri. Quand les enfants m'appelaient pour que je leur passe le ketchup ou que je coupe la pastèque, cela semblait naturel plutôt que transactionnel. J'étais présente, pas en train de jouer. Assise ici ce soir, les fenêtres ouvertes encadrant un ciel étoilé, je ressens une gratitude plus profonde que tout ce que j'ai connu. Mon téléphone reste silencieux sur la table d'appoint. Le calendrier de demain est composé de rendez-vous que j'ai choisis, et non de rendez-vous choisis pour moi. J'ai franchi le seuil de la simple aide à la collaboration, de l'arrière-plan silencieux à celui de participant actif de ma propre vie. La liberté que je recherchais a bise à trouver refuge ici, dans les recoins tranquilles de ma maison. Dans les rituels paisibles qui m'appartiennent désormais. Et dans cette liberté, j'ai découvert la vérité la plus profonde, pour vivre pleinement pour les autres, je dois d'abord vivre pleinement pour moi-même.